Non. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce second webinaire de l'École de santé publique et de son centre de recherche en politique et système de santé, Santé internationale. Alors, j'espère qu'en ce début d'année, vous allez bien, vous avez une bonne santé et beaucoup d'espoir. Alors, ce second webinaire, s'inscrit dans la suite de celui que nous avions organisé le 17 décembre 2020, qui portait sur des regards croisés sur les politiques de préparation et de lutte contre le Covid-19. Alors, nous restons toujours dans la thématique Covid-19, mais cette fois-ci, nous voulons continuer dans la même perspective de confronter des approches, des regards, mais aussi des perspectives pour avoir une compréhension plus globale. Et nous allons nous attarder à la thématique de la vaccination. Alors, tout comme moi, vous avez dû remarquer que le nombre de webinaires, d'activités, d'initiatives, de blogs autour de la vaccination a augmenté, et pas uniquement vaccination, mais les types de vaccins, les groupes prioritaires, et ça a fleuri sur la toile, comme si on était au printemps, tellement qu'il y a de propositions. Alors, suite à la publication sur notre site internet de l'organisation de ce webinaire, nous avons reçu beaucoup de questions, beaucoup de commentaires, de remarques. Je tiens déjà à préciser que nous n'allons pas pouvoir tout aborder, mais que nous avons bien pris en note les commentaires et peut-être qu'à la fin de ce temps de midi, on vous proposera une suite. Alors, pourquoi aujourd'hui allons-nous avoir 2 heures, 1h30 sur la vaccination? Nous sommes confrontés à une problématique qui est vraiment une urgence de santé publique. Et la nécessité de trouver des solutions est de plus en plus, je dirais, présente et prégnante pour endiguer cette crise. Alors, par contre, nous naviguons tous à vue. Des nombreux inconnus sont toujours là et aussi bien, je dirais, vous que les scientifiques que les politiques sont face à la gestion de ces inconnus. Et nous l'avons vu par les interpellations que certains d'entre vous nous ont envoyées, des personnes qui pourraient être plus ou moins inquiètes. Alors ces inquiétudes, elles peuvent être importantes, fondées, non fondées, liées à un manque d'information, de communication, mais aussi à des données qui ne sont peut-être pas toujours clairement expliquées. Et il est vrai que nous devons en tenir compte. Et pour cela, avoir tous une communication claire mais transparente, que ce soit sur les bénéfices de cette vaccination, aussi bien que sur les risques. Cette communication transparente vise à ce que alors chacun puisse prendre une décision éclairée. Donc, cela remet en évidence l'importance de mettre sur la table des arguments, les différents arguments, les différentes approches, les perspectives qui puissent être issues de différentes disciplines. C'est dans ce sens que nous voulons vous proposer ce webinaire aujourd'hui, même s'il est très, très focalisé sur une problématique particulière. Et donc, il sera organisé en 3 temps. Vous allez avoir 2 intervenantes. Tout d'abord, Elisabeth Paul, qui est une spécialiste de politique de santé et de système de santé, aussi bien dans les pays du Sud que dans les pays du Nord, qui nous fera une introduction, mais plutôt visant peut-être la confrontation, la polémique. Son intervention sera suivie par celle de Béatrice Swennen, qui, je dirais, va essayer de répondre autant qu'on peut répondre à la question du titre, tout ce que vous voulez toujours, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les vaccins, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Béatrice Swennen fait partie du centre de recherche qui est dirigé par Elisabeth Paul et est médecin de santé publique. Elle participe par ailleurs à différents groupes de travail, dont
ceux du Conseil supérieur de la santé portant sur la vaccinologie et le groupe d'experts interuniversitaires en vaccinologie. Donc, on se retrouve avec quand même quelqu'un qui va nous mettre à jour toute une série d'informations. Suite à sa présentation, Elisabeth Paul reprendra la parole et on verra un petit peu plus loin avant de donner la parole aux questions qui se font sur le chat. Donc là, je vous rappelle que vous posez vos questions sur le chat et que nous lancerons le débat à ce moment-là. Donc, moi, je vous souhaite un webinaire intéressant. Je suis aussi très attentive et curieuse d'écouter nos deux intervenantes et je vais directement passer la parole à Elisabeth Paul. Elisabeth, à toi. Merci Catherine. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur les vaccins contre le Covid. Alors, je n'arrive pas à mettre en plein écran. Donc, bon, on va essayer comme ça. Donc, je vais vous faire une petite introduction un peu polémique sur la politique de miser tout, voire en tout cas beaucoup, sur le vaccin comme une solution pour sortir de la crise du Covid-19. Alors d'abord, un petit avertissement, un petit disclaimer, la vaccination, c'est vraiment reconnu comme l'un des investissements les plus rentables en santé publique qui sauve des millions de décès par an. C'est bien reconnu par la communauté scientifique et par notamment l'OMS. Mais comme l'a dit Catherine, il n'y a pas un seul vaccin, il y a plusieurs vaccins. Donc ici, nous allons parler uniquement des vaccins contre le Covid-19 qui sont en cours de développement et de déploiement en Belgique. Alors en effet, c'est important de faire la différence entre les vaccins parce qu'à ce stade, 320 vaccins anti-Covid-19 sont en cours de développement qui utilisent pas moins de 12 plateformes ou technologies. Donc il est important de ne pas faire de généralisation hâtive. Et donc de savoir de quoi on parle avec précision. Et enfin, je voudrais spécifier que je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer, ce qui est important pour un scientifique quand il commence à parler. Alors, quelques constats de base. Donc, je vous ai dit, énormément de candidats vaccins dans la lutte contre le Covid. Et au niveau mondial, c'est déjà presque 12 milliards de dollars qui ont été investis dans la recherche de vaccins contre le Covid. Donc beaucoup de pays, dont le nôtre, la Belgique, misent quasiment tout sur le vaccin pour sortir de la crise du Covid-19. Et on présente souvent, pas un seul jour ne se passe sans qu'on entende à la radio, à la télévision, qu'on maintient le confinement et les mesures extrêmes en attendant que le vaccin contre le Covid nous sauve, entre guillemets. Alors, au niveau international, c'est la même chose. Ici, vous avez un petit tableau qui fait le point sur les financements de l'outil géré par l'OMS pour recueillir des financements internationaux pour aider les pays les plus pauvres à lutter contre le Covid-19. Donc, cet outil, cette facilité comprend 4 piliers. Le pilier sur les diagnostics, celui sur les thérapies, les traitements, celui sur le renforcement des systèmes de santé et celui sur les vaccins. Et on voit clairement que le pilier des vaccins a reçu beaucoup de financement, proportionnellement par rapport beaucoup plus que les autres piliers. Donc il y a très peu de financements internationaux pour financer les diagnostics, pour financer les traitements, et encore moins pour renforcer les systèmes de santé qui sont bien mis à mal par la pandémie. Il faut savoir que pour qu'un vaccin puisse être administré, il faut qu'il y ait un système de santé derrière. Il faut qu'il y ait une chaîne de froid, une chaîne d'approvisionnement, qu'il y ait du personnel de santé formé derrière. Et on constate malheureusement qu'au niveau international, il y a très peu de financement pour ce pilier des systèmes de santé. Alors, la stratégie, bon, moi j'espère de tout cœur évidemment que le vaccin va nous sauver, mais la stratégie de tout miser sur le vaccin a quand même des limites, des insuffisances et des risques. Tout d'abord, on est face à une situation complexe pour ceux qui ont assisté au premier webinaire de l'école santé publique. Je vais expliquer que voilà, on est plongé dans le paradigme pasteurien qui explique le Covid-19 comme émanant seulement du virus.
Or, c'est une maladie beaucoup plus complexe. Il y a plein d'autres facteurs qui interagissent. Et donc, tout miser juste sur un vaccin qui cible le virus sans prendre en compte les autres, toute la complexité de la maladie, c'est sous-optimal. Et c'est aussi risqué parce que on peut s'attendre à avoir toute une série de nouvelles pandémies dans les années à venir, vu le contexte international qui favorise les zoonoses. En outre, la façon dont les traitements et les vaccins sont testés repose sur des essais cliniques randomisés, mais qui sont basés sur des comparaisons de moyennes. Et donc, on ne prend pas suffisamment en compte toute la complexité de la maladie du Covid-19. Et ça risque d'être, donc les solutions risquent d'être sous-optimales parce que, justement, oubliant la complexité et parce qu'on risque de ne pas avoir suffisamment de prise en compte des spécificités de différents types de populations. Par ailleurs, Dr Sweenen nous l'expliquera certainement, il y a de nombreuses incertitudes sur l'efficacité des vaccins, notamment sur la durée de la protection et aussi sur l'effet protecteur de la transmission. Donc, est-ce que si je suis vacciné, je vais protéger les autres, je vais empêcher la transmission? Alors, il faut se rendre compte qu'il y a une grande hétérogénéité des risques et des bénéfices tant de la Covid-19 en termes de risques que vis-à-vis du vaccin. La Covid-19 est une maladie extrêmement complexe avec des profils de sévérité très très différents selon l'âge des patients, selon différents facteurs biologiques et sociologiques. Et donc, hétérogénéité de profil veut dire hétérogénéité de risques et de bénéfices. Et enfin, c'est valable pour tout vaccin. L'efficacité qui est formidable qu'on voit dans les essais cliniques, de l'ordre de 90%, 95%, dans la vraie vie, il y a plein de facteurs qui expliquent que quand on applique un vaccin dans une population globale dans la vraie vie, mais l'efficacité est moindre. Par ailleurs, il y a aussi des risques liés à des problèmes d'équité dans la distribution des vaccins. On pense beaucoup à toutes ces discussions actuelles sur le ciblage. Et puis, il ne faut pas oublier les capacités nécessaires du système de santé pour appliquer cette politique et les effets que l'administration des vaccins vont avoir sur le système de santé. Donc, il y a quand même un risque de beaucoup mobiliser les chaînes de froid, le personnel de santé, etc. Alors, avant de passer la parole à Dr Sweenen, je voudrais rappeler quelques principes généraux pour la prise de décision stratégique, pour une politique de santé. Il faut toujours garder en tête le principe de précaution et se baser sur une analyse qui compare d'une part les coûts et les risques et d'autre part les bénéfices. Donc, j'espère que Madame Sweenen, Dr Sweenen, nous parlera de cette balance coûts et bénéfices. Donc, quels sont les bénéfices à moyen et à long terme de la vaccination et pour qui, comme il y a une grande hétérogénéité dans les populations, et quels sont aussi les risques à moyen et à long terme des vaccins et pour quel type de population. En outre, une politique doit être adaptée à la complexité et au contexte. Donc, il serait un petit peu absurde d'avoir la même politique pour tout le monde et dans tous les pays. Donc, il sera question de discuter si la politique a une certaine flexibilité, si elle est ciblée sur qui, si elle va rester volontaire ou si on envisage de rendre la vaccination obligatoire pour certains. Et enfin, il ne faut jamais oublier il ne faut jamais considérer une stratégie comme si elle était unique, comme si elle était isolée. Et il faut toujours prendre en compte les stratégies alternatives et complémentaires. Donc, même si la politique de vaccination marche bien, il ne faut pas oublier de garder à l'esprit la recherche de solutions complémentaires en termes de promotion de la santé, donc pour essayer de garder la population en meilleur état de santé de base possible. Il ne faut pas oublier la recherche de traitements précoces en première ligne. On comprend beaucoup mieux comment fonctionne le Covid-19 et on sait qu'il faut essayer d'éviter au maximum l'inflammation, les caillots, etc. Donc la recherche sur les traitements précoces et, si possible, la mobilisation de la première ligne pour éviter l'engorgement des hôpitaux doit toujours rester à l'esprit. Et puis, pareillement, il est aussi très important de renforcer de manière globale le système de santé. Et donc, quand on pense à une stratégie vaccinale, il faut ne pas oublier tous les aspects du système qu'il y a derrière.
Voilà pour ma petite introduction. Donc maintenant, je vais passer la parole à Dr Béatrice Suenen, qui est vraiment notre spécialiste des vaccins à l'École de santé publique. Et nous sommes tout oui. La parole est à vous, Béatrice. Merci, Elisabeth. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous m'entendez. Est-ce que vous voyez Média? Oui. Ok. Je vais essayer, voilà. Donc, je vais essayer dans mon exposé d'aborder un certain nombre de questions et essayer d'y répondre. Je ne pourrai pas sans doute répondre à toutes les questions, mais voilà. Est-ce que j'ai des conflits d'intérêts? Ben, à ma connaissance, non, puisque je suis à la pension et que donc je n'ai participé, en tous les cas, dans le cadre du Covid, à aucune étude clinique et je n'ai aucun intérêt financier ni plantureux intérêt placé dans les fonds de pension qui financent les firmes pharmaceutiques. Alors, quelques questions auxquelles je vais essayer de répondre. Voilà l'ensemble de mes questions. Pourquoi penser vaccin face à une pandémie ou à une épidémie? Comment on peut développer un vaccin rapidement et est-ce qu'on respecte les règles? Je reverrai les différents types de vaccins, leur efficacité vaccinale et leur sécurité, voir comment la Belgique va essayer d'organiser son programme de vaccination, et puis me poser la question, si on ne vaccinait pas, et voir comment la vaccination peut avoir un rôle dans la transmission. Alors, en fait, quand on est face à une maladie émergente et une épidémie importante, ben, si on regarde l'histoire, on voit que, en fait, il y a plusieurs stratégies possibles. On peut fuir, ça a été appliqué notamment dans certains. Si on pense à la peste, la fuite était quelque chose qu'on faisait. On peut mettre en isolement et en quarantaine. Je pense qu'à l'heure actuelle, tout le monde est bien au courant de ce que ça veut dire, même si on n'a pas vécu des quarantaines extrêmement sévères. Je veux dire qu'on ne nous a pas enfermés dans des centres de quarantaine. On va essayer de trouver des traitements, de traiter les malades et utiliser tout ce qu'on peut avoir et qui a un sens. On peut aussi, suivant l'agent infectieux, essayer de contrôler les vecteurs de la pathologie. Enfin, on peut éventuellement voir si les vaccins peuvent être utiles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, jusqu'à présent, aucun vaccin n'a pu être développé dans des délais suffisamment courts que pour modifier l'évolution d'une épidémie, et je reviendrai sur ce sujet. Si on regarde, bon, c'est un peu une image pour montrer l'importance des grandes épidémies ou des grandes pandémies, ben vous voyez que la plus grande épidémie, c'est en poids sur l'humanité, c'est la peste, évidemment, la peste bubonique, oh là là, pardon, la peste bubonique, la variole, les grippes, et puis vous voyez que le sida, c'est quand même 35 millions de victimes, et puis vous avez pour le moment le Covid, où on est plus ou moins à 1 million. Alors, quelles sont les principales épidémies qu'on a eues depuis 50 ans? Et ici, ce qui me semblait intéressant à voir, c'est que d'une part, j'ai mis en rouge ceux pour lesquels on a finalement un vaccin et celles pour lesquelles on n'a jamais eu de vaccin. Et vous voyez aussi que les taux de létalité sont fortement variables d'un type d'épidémie à un autre. Vous voyez aussi que si on regarde bien sur les 50 dernières années, mais vous voyez que dans la dernière décennie, on a quand même eu un certain nombre
d'augmentation de maladies émergentes et d'épidémies qui nous sont parvenues, l'Ebola pouvant être également mis, parce que si le premier épisode d'épidémie a été dans le Congo en 1976, c'est évidemment depuis 2014 les dernières épidémies qui ont mobilisé beaucoup de gens. Alors pourquoi faut-il essayer de se préparer? Donc la notion de se préparer pour faire face aux situations d'urgence en cas de maladies infectieuses émergentes, en fait, le concept de cette préparation est donc de mettre des priorités en recherche et développement pour améliorer la préparation aux situations d'urgence. Eh bien, ces priorités ont surtout été mises en évidence depuis le contexte de bioterrorisme dans les années 2000. Et vous pouvez aller voir sur les sites français, vous verrez que le professeur Raoud a fait un rapport important sur les préparations aux situations d'urgence, et donc il a envisagé le charbon, la variole, la toxine botulique, les arénovirus, dont Ebola. Donc ce sont des priorités où on se dit que si on voulait pouvoir réagir, il fallait développer un certain nombre de choses. Alors ce qui est clair, c'est que par rapport aux épidémies, le développement d'un vaccin manque vraiment d'attractivité pour un producteur privé, vu l'aspect sporadique des maladies et la difficulté, le risque et le coût du développement de tels vaccins. Parce que, bon, vous savez comme moi que ça prend un certain nombre de temps, et donc les producteurs n'étaient pas très enclins, ne sont pas très enclins à essayer de développer des vaccins face à une épidémie si on se pose la question au moment où l'épidémie est là, parce qu'évidemment, ça va prendre un certain temps et on ne saura sans doute pas arriver à temps. La première exception dans un vaccin qui est arrivé à temps, mais qui est arrivé en fait en fin d'épidémie, quand l'épidémie était au déclin, c'est le vaccin développé en 2016 pour lutter contre l'Ebola. Et donc, depuis 2017, il y a une coalition pour, s'est créée une coalition pour les préparations, les innovations pour les préparations des épidémies, qui est une coalition qui était financée par 7 gouvernements au départ, dont la Norvège, le Japon et l'Allemagne, 2 fondations, Bill and Gates, la fondation Gates et la fondation Wellcome, et aussi par l'Union européenne. Cette coalition a pour but de se dire qu'il faut supporter les étapes de développement d'un vaccin et essayer de voir comment on peut supporter les étapes de développement d'un vaccin, je dirais, à blanc, depuis les études d'immunogénicité jusqu'à la phase 3. Et la vaccinologie ayant bien changé depuis l'époque de Pasteur, c'est clair qu'on a vu toute la biologie moléculaire se développer, et donc on peut développer des plateformes techniques qui peuvent être utilisées pour faire un développement rapide. Et aussi, cette coalition, plusieurs centaines d'experts se sont réunis en se disant mais quels sont les pathogènes contre lesquels on devrait envisager de pouvoir développer des vaccins ou un vaccin pour lutter si une épidémie arrivait. Et donc, ils ont fait une série de listes, dont l'Ebola, l'Assa, le MERS, etc. Et aussi pour essayer de définir les stratégies. Donc, je vous l'ai dit, ça supporte donc les études, mais on va revenir plus tard là-dessus, depuis des études d'immunogénicité jusqu'à la phase 3 et jusqu'à l'époque de licence. Et les plateformes, je vais en parler après
je parlerai directement de cela en développant les plateformes qui ont été utilisées pour le Covid. Alors, si on regarde sur les 10 dernières années, le nombre de vaccins que la Food and Drug Administration a approuvé et qu'on analyse un peu le temps que ça prend, eh bien, on voit que le développement d'un vaccin, donc ici, c'est essentiellement, il y a eu 21 vaccins que la Food and Drug a admis a étudié et a admis au cours de la dernière décennie. Et on voit que le développement moyen d'un vaccin prend à peu près 8 ans entre l'idée de se dire on va faire un vaccin et la première étude d'immunogénicité jusqu'au moment d'avoir des résultats en phase 3. Et il faut en moyenne pour une institution comme la Food and Drug à peu près 1 an pour étudier l'ensemble des données qui doivent être remises par le producteur qui soumet un vaccin à l'approbation. Et donc, ce temps, il faut à la Food and Drug à peu près 1 an pour analyser tous les résultats et donner son avis. Ce qui est aussi important, c'est qu'on voit que le temps de surveillance moyen pour avoir une idée de si un vaccin est responsable ou pas d'effets indésirables sévères, il doit être surveillé. Il faut une surveillance d'à peu près 6 mois des patients des sujets qui ont été vaccinés. Vous voyez aussi que le nombre moyen de patients enrôlés pour ces études, c'est de l'ordre de 4 à 5 000 et qu'avec 4 à 5 000 sujets, pour l'ensemble de ces études, on peut arriver en général à avoir des efficacités de l'ordre de plus de 90%. C'est en général ce qu'on obtient en tous les cas dans ces 21 vaccins qui ont été développés. Et vous voyez que, comme le signalait Elisabeth, l'ensemble de ces études vaccinales sont toujours faites. Il y a toujours des études de randomisation, donc contrôle, patient vacciné, patient contrôle. Alors ici, c'est la ligne du temps traditionnelle. Vous voyez que quand on commence dans l'idée d'un développement d'un vaccin, à partir du moment où on décide d'investir dans un candidat vaccin, eh bien, il faut mettre en place un certain nombre d'études et il faut produire un petit nombre de ce matériel vaccinal de façon à pouvoir faire les études. Et donc, c'est à partir des études sur les animaux qu'on voit qu'on va développer un vaccin test qui pourra alors éventuellement envisager les phases 1, phase 2, phase 3 des études cliniques. Donc, phase 1, on voit essentiellement si sur un très petit nombre de sujets, le vaccin provoque des réactions inattendues. Donc, c'est un test de sécurité sur un petit nombre. Si ce test-là est fait, on passe alors à des études de phase 2, où là, on va sur un nombre un peu plus grand de sujets, essayer de voir la réponse immunologique qui se dégage chez les sujets. Et on va également, alors en phase 3, si on a la bonne idée qu'on a une bonne réponse immunologique et que donc on risque d'avoir à la fois des anticorps en général neutralisants et des lymphocytes T qui une réponse de type T, c'est mémoire cellulaire, on va alors se lancer dans les phases 3 qui seront sur donc les 4 à 5 000 sujets minimum et qui permettront alors d'avoir une idée de l'efficacité où là,
l'efficacité sera, est-ce qu'on a un impact sur la maladie? Est-ce que les gens qui sont vaccinés développent moins la maladie que ceux qui ne le sont pas? En gros, c'est ça. Et enfin, quand la phase 3 est terminée, on peut aller au niveau de l'approbation et dans l'enregistrement par soit l'EMEA, soit la Food and Drug, c'est les deux grandes agences qui enregistrent les médicaments. Vous voyez que entre-temps, donc pour faire toutes ces études, on est passé du développement de très très peu de vaccins à déjà une commercialisation, pas une commercialisation, mais une production industrielle, je dirais, de ces vaccins, puisqu'il faut quand même un certain nombre de doses. Et enfin, normalement, ce n'est que quand la phase 3 est terminée qu'on se lance alors dans une production à grande échelle. Si on veut arriver plus vite avec les vaccins, eh bien, en fait, ce qu'il faut évidemment faire, c'est essayer de diminuer le temps, puisque ça, on sait que ça prend 15 ans, ou 10 à 15 ans, essayer d'aller vite de façon à arriver à temps avec ce développement. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, et je vais prendre la diaprivante parce que là, on voit mieux exactement, donc c'est, si vous voulez, la même chose, mais donc on voit que dans le traditionnel développement, on part des enquêtes, des études sur les animaux, et puis vous voyez phase 1, phase 2, phase 3, et puis ici, en toute fin, la production à large échelle de la vaccination. Si on veut aller vite, et c'est ce qu'on a fait dans le SARS-CoV-2, c'est que vous voyez que la durée des phases 1, phase 2, phase 3, au lieu d'être en continuité, en fait, elle se superpose. C'est-à-dire que dès qu'on est sûr d'avoir un bon candidat vaccin, avec les tests de toxicologie, etc., on passe en phase 1. Et dès que la phase 1 commence à être réalisée et qu'on voit qu'on n'a pas d'effets secondaires, on lance déjà le recrutement pour la phase 2 et on commence à faire les effets de phase 2. Et quand la phase 2 est finie ou quasi finie, on se lance dans la phase 3. Pendant tout ce temps-là, en fait, on monte déjà, on prend le risque de monter les productions de façon à avoir des chaînes de production qui permettent de faire la production de ces vaccins à grande échelle, et donc avec le risque que, évidemment, un candidat vaccin peut évidemment être à tout moment recalé, et donc ne va pas... on peut très bien avoir commencé à développer une production sans que ce vaccin ne soit in fine produit. Donc il y a une prise de risque plus importante, d'où l'idée, et que bon, tout le monde a bien compris, qu'on a investi dans les vaccins de façon importante pour justement permettre cette production rapide. Les agences régulatrices ont aussi modifié leur façon de faire, parce que même si on n'a pas mis en doute le fait qu'on doit faire les phases 1, phase 2, phase 3, au lieu d'attendre que toutes les études soient faites et qu'on ait tous les résultats de phase 1, phase 2 et phase 3 avant que les régulateurs se posent la question de savoir s'ils acceptent le vaccin ou pas, en fait, chaque fois qu'une phase est terminée, les régulateurs reçoivent les résultats au fur et à mesure des différentes phases, ce qui fait qu'ils peuvent statuer beaucoup plus vite en la fin sur l'approbation ou pas du produit. C'est ce qu'on appelle le Rolling Review Cycle, qui est appliqué pour le Covid, notamment par l'EMEA, puisqu'ils ont au fur et à mesure regardé ce qu'il se passait. Alors le vaccin, je crois que tout le monde a maintenant bien en tête la structure de ce vaccin. Ce vaccin est donc composé d'un brin d'ARN,
donc d'ARN d'acide ribonucléique, qui est compris dans une capside, qui a des protéines, ce sont les fameuses spicules ou spike en anglais, et vous avez l'enveloppe, des protéines d'enveloppe et également des protéines de membrane. Voilà la structure du vaccin, en gros. Et donc, comment on peut imaginer développer un vaccin qui peut bloquer l'infection liée à ce virus? Alors, il y a plusieurs, c'est ça les fameuses plateformes, il y a plusieurs plateformes qui sont développées depuis maintenant des années par rapport à comment est-ce qu'on fait un vaccin. Donc, on peut se dire, ben, je vais prendre les protéines de la capside et je vais présenter ces sous-unités dans un vaccin qu'on appelle un vaccin de sous-unité. Donc, il y aura des protéines. Donc, vous voyez que là, on n'a pas du tout le virus en entier et on présente ça au système immunitaire. C'est le vaccin que va développer ou qu'est en train de développer Novavax, qui sera sans doute le prochain à être enregistré. Ce qu'on peut faire très classiquement, et là on se rapproche de notre grand-père Pasteur, on peut atténuer les virus, et donc on peut faire ou bien une atténuation du virus, ou bien on fait une inactivation du virus, c'est-à-dire que dans l'atténuation du virus, on fait passer le virus sur dans des cultures cellulaires et progressivement ce virus s'atténue, ou bien on le traite avec différentes solutions chimiques ou autres et on détruit en fait la capacité de cet ARN, de vraiment être complet et efficace. Et donc c'est ce qu'on appelle les vaccins à virus entier atténués ou inactivés. Le grand exemple d'un vaccin qui a bien fonctionné, c'est évidemment le vaccin contre la polio, qui est un vaccin vivant atténué. Et donc, cette plateforme-là a été utilisée pour les vaccins chinois, notamment le Sinovac. Alors, vous avez une autre plateforme qui est d'utiliser, vous voyez ici, en fait, on va utiliser un vecteur viral dans lequel on va insérer une partie de cet ARN du virus qui va coder pour, en général, la spike. Donc ça, c'est le génome du virus qui code pour la spike, puisque c'est par la spike que le virus rentre dans nos cellules, il s'accroche sur nos cellules et c'est comme ça qu'il peut rentrer dans nos cellules. Et donc ça, c'est ce que a fait, je ne parviens pas à voir, voilà, c'est ce qu'a fait AstraZeneca, c'est le vaccin de Janssen et c'est le tout dernier dont on a parlé hier ou avant-hier dans la presse, c'est le fameux vaccin Sputnik chez les Russes, qui est souvent cette plateforme-là. Vous avez alors une autre, ce qui est la caractéristique de ce vaccin-ci, c'est que en fait le virus sur lequel on vient mettre l'ADN, l'ARN, la partie d'ARN qui code pour la spike ne se réplique pas. On emploie en général un adénovirus qui ne se réplique pas chez l'être humain. Un autre vaccin, c'est d'utiliser un vecteur viral, mais qui lui se réplique. Donc on prend par exemple le virus de la rougeole et on insère une partie de l'ARN messager du Covid dans cela. Ça, c'est ce que Pasteur a essayé de faire, mais ce vaccin-là est pour le moment à l'arrêt. Alors, vous avez le grand, évidemment, sujet, ce sont ces vaccins à ARN messager, où donc, en fait, là, on prend l'ARN qui code pour la spicule
et on le met dans une sorte de lipide, et c'est ça, donc c'est pas un virus vivant, qui est injecté, et donc c'est ce qu'on appelle un virus à ARN messager, et c'est ce que fait Pfizer-BioNTech, Moderna et bientôt CureVac. CureVac qui vient de s'associer avec GSK pour produire, en fait, déjà, il prévoit de faire des vaccins qui contiendront les Covid mutants. Ils seront là seulement en 2022. Voilà. Le vaccin avec de l'ADN nu, donc où là on met un ADN dans lequel on insère la partie codante pour la spicule, ça n'a pas été utilisé jusqu'à présent dans le Covid. Ni d'ailleurs de construire un virus-like, une particule qui ressemble à un virus, comme on a fait pour le vaccin HPV, papillomavirus, mais ça n'a pas été développé dans cette hypothèse. Donc, on se retrouve essentiellement à l'heure actuelle avec des vaccins à virus atténués, des vaccins avec des adénovirus et des vaccins à ARN messager. Et pourquoi est-ce que je ne sais... Ah voilà. Et donc, ce que nous avons, c'est donc... enfin, ça, je sais reprendre sous une autre façon les différents vaccins qui sont développés, mais je ne vais passer. Je voudrais passer un peu plus de temps sur les vaccins à ARN messager, puisque ce sont les deux vaccins que nous avons, en tous les cas, pour le moment, AstraZeneca et Moderna. Alors, ceci est un genre de figure sur lequel je voulais surtout insister pour dire que vous voyez que donc il y a soit un vaccin avec un ARN messager qui simplement va aller dans l'endosome et qui va former des traductions de cet ARN messager et donc qui va générer des peptides, donc des antigènes. Donc en fait, c'est ça qui va faire les antigènes qui ressemblent à la spike et qui vont donc déclencher la réponse immunitaire de la personne qui reçoit ce vaccin. Le point clé de ceci, c'est que un autre vaccin peut faire beaucoup de répliques et donc faire produire énormément d'antigènes sur sa surface. Ce qui est important, c'est que vous voyez qu'aucun de ces vaccins à ARN messager ne rentre dans le noyau des cellules humaines et donc ce ne sont absolument pas des vaccins qui rentrent et interfèrent avec le noyau de la cellule. Alors, est-ce que c'est vraiment si neuf que ça? J'ai repris ici une liste. Vous voyez qu'en fait, on réfléchit, ou en tous les cas, les chercheurs réfléchissent et essayent des choses avec l'ARN messager depuis 1990. Quand même, ça fait à peu près un développement de 30 ans pour arriver à avoir un vrai vaccin qui peut être immunogénique et produire une bonne réaction. Donc, on ne part pas sur Dr Folamour qui a tout à coup trouvé quelque chose en 6 mois de temps. Non, il y a tout un processus de développement qui est là derrière, et donc les ARN messagers, c'est vraiment quelque chose qui a une longue histoire, déjà. Alors, le premier vaccin qu'on a, c'est le Pfizer-BioNTech. Et donc, ce qu'on peut retenir de là, c'est que d'abord, vous voyez que leur phase 3 a été faite sur 44 000 sujets. Donc, ce n'est pas 220 000 sujets, mais c'est 21 000 sujets qui est dans chaque bras. Un bras qui reçoit
donc un bras de l'étude qui reçoit le vaccin et l'autre qui reçoit un placebo, un vrai placebo puisque c'est bien une solution saline. C'est 2 doses à 21 jours d'intervalle. Et comment est-ce qu'on vérifie? Donc, ces vaccins produisent des anticorps et produisent une réponse lymphocytée. Mais comment est-ce qu'on on regarde en phase 3 quelle est l'efficacité de ce vaccin? Eh bien, on regarde la différence entre l'apparition de cas de Covid à la fois dans le groupe vacciné et dans le groupe non vacciné. Et on suit au moins pendant à peu près 2 mois et demi, l'ensemble des sujets pour voir la différence d'apparition des Covid en ça. Alors, première réflexion, pourquoi, vous voyez qu'on a engagé quand même 44 000 sujets, c'est pas une petite étude. À titre de comparaison, un des vaccins qui a été développé pour le rotavirus a également demandé 40 000 sujets pour être les études, pour pouvoir prouver qu'on n'avait pas d'effet secondaire important, qui était l'intussusception intestinale. Et donc, ce vaccin a, quand on regarde l'efficacité, a une efficacité assez remarquable de 95 et de 94%. Vous voyez que donc on part bien avec à peu près 20 000 sujets dans chaque bras de l'étude. Donc on a un bon niveau. Ce qui est intéressant dans ce vaccin, c'est que vous voyez qu'ils ont en tous les cas couvert un range une palette d'âge assez importante, et vous voyez qu'ils ont quand même à peu près près de 4000 sujets qui ont plus de 65 ans, et que quand on regarde l'efficacité, on voit qu'on est tout le temps dans le même ordre. Il y a juste pour les 70 ans ou 100%, mais on voit que l'intervalle de confiance est assez large, bien qu'ils avaient à peu près un peu moins de 800 sujets par groupe. Alors, si on regarde maintenant l'évolution dans le temps, donc ça c'est le suivi, et c'est un suivi de 3 à 4 mois, eh bien on voit que le nombre, donc c'est les incidences cumulées dans le groupe placebo versus le groupe vacciné, eh bien vous voyez que l'incidence dans le groupe placebo a fortement augmenté par rapport au groupe vacciné. Donc, l'avantage de ces études, c'est qu'elles se passent en pleine épidémie, donc on a pu recruter beaucoup de gens et on a évidemment une grande circulation du virus, ce qui fait qu'on peut vraiment vite arriver à des conclusions sur les efficacités. Le vaccin Moderna, qui est aussi un ARN messager, là ils ont eu 30 000 sujets qui ont été enrôlés, c'est toujours un placebo solution saline aussi, et c'est 2 doses à 28 jours. Les mêmes critères cliniques ont été pris pour mesurer l'efficacité et le même suivi d'à peu près 2 mois. Et donc, on retrouve ici les mêmes données, donc ce sont des données qui sont publiées je n'ai pris que des données publiées dans le New England Journal, et vous voyez qu'ici aussi, on voit que l'incidence cumulative dans le groupe placebo s'écarte fortement de celui du groupe vacciné. Si on regarde alors ici, de nouveau, en fonction du groupe d'âge, en fonction du sexe, en fonction du groupe ethnique, vous voyez qu'on est pour tous ces groupes différents dans le même ordre de grandeur, c'est-à-dire largement au-dessus de 90% d'efficacité vaccinale. Je vous ai dit que c'était important de savoir quels sont les effets
indésirables. Par rapport, on s'attend toujours à avoir des effets indésirables quand on vaccine. Alors, il y a les effets locaux et les effets systémiques. Et en fait, les effets indésirables rapportés dans les études de phase 3 sont très semblables à ce que l'on a dans l'ensemble des vaccins qui sont actuellement utilisés. Et vous voyez qu'on a en fait au niveau local la douleur au niveau local, puisque les deux premiers blocs ici, c'est le placebo et les deux derniers, c'est après la dose 1 et la dose 2 du vaccin. Donc, on voit bien que, alors, c'est grade 1, grade 2, grade 3. Le grade 3, c'est quand la douleur est très sévère, moins sévère et modérée. Et donc, vous voyez que la douleur au site de l'injection est bien présente dans ces vaccins à ARN. La rougeur est nettement moins évidente. Le gonflement, il existe, mais il reste avec moins de 10% des sujets qui ont rapporté ces sujets et une adénopathie également moins de 10 sujets. Maintenant, si on regarde les effets systémiques, eh bien, on voit que on en a, mais on en a, c'est surtout, et c'est déjà bien décrit, un peu de fièvre, surtout après la deuxième dose. On a surtout des maux de tête, un sentiment de fatigue et de la myalgie, astralgie. Donc ça, ce sont des réactions systémiques, mais avec, vous voyez quand même que le sentiment, la fièvre, c'est quand même à peu près, dans ces études, à peu près 50% des sujets après la dose 2 qui déclarent dans les jours qui suivent d'avoir fait une poussée fiévreuse. Tous ces éléments ont été ont eu une durée limitée dans le temps. Alors, le troisième vaccin dont on a parlé alors plus récemment et qui vient d'être enregistré, c'est le vaccin Oxford-AstraZeneca. C'est celui qui est le plus utilisé en Angleterre. Et là, on a ici des études, donc c'est des études qui ont été faites donc avec un adénovirus vaccin versus un placebo, mais dans l'étude AstraZeneca, c'est un vaccin contre les méningocoques ACWY qui est utilisé comme placebo, et c'est 2 doses à 21 jours d'intervalle. Les résultats qui ont été publiés reprennent en fait 4 études regroupées, dont 2 ont été faites en Angleterre, une au Brésil et une en Afrique du Sud. Au total, dans ces 4 études, à peu près 24 000 sujets ont été enrôlés, mais les résultats qui ont été publiés pour le moment sont des résultats d'efficace analyse, une première analyse qui a été faite sur un ensemble de près de 12 000 participants. Les éléments cliniques relevés sont évidemment de la même nature que ceux que je vous ai décrits pour les autres vaccins. C'est la présence de fièvre, d'agueusie, d'anosmie, un sentiment ou bien une infection sévère avec une attaque respiratoire importante et toujours un test. Ici, c'est Nucleic Acid Amplification, ce qui est un peu l'équivalent d'un PCR. C'est des noms un peu différents. Alors, l'efficacité, ben là, on voit qu'on a aussi une efficacité, mais qui semble un peu moins élevée puisque c'est de nouveau le groupe vacciné versus le groupe placebo, qui semble un peu moins important que dans les 2 précédents vaccins. Et si vous regardez ici, la première chose à remarquer, c'est que vous voyez que dans ces études qui ont été donc poolées, vous voyez que le nombre de sujets
pour lesquels on a des résultats et qui ont plus de 70 ans est extrêmement faible, pour pouvoir presque dire anodin. 56 à 69 ans, on a également un nombre assez limité de sujets. Ce qui vous explique d'emblée pourquoi on a dit hier ou avant-hier sur au journal d'information que ce vaccin serait sans doute, en tous les cas pour le moment, l'utilisation limitée à l'âge de 55 ans. Parce qu'on trouvait que ces données-là semblent quand même un peu faibles pour pouvoir statuer de l'efficacité de ce vaccin à ces âges plus élevés. Si on regarde, alors en plus, le vaccin Oxford, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont eu un peu un problème dans une étude, c'est qu'au lieu d'avoir tout le monde avoir eu 2 fois la même dose standard, ils ont eu un groupe qui a reçu une dose, une plus petite dose de vaccin suivie d'une dose standard. Et ce qui est assez surprenant, c'est que c'est dans le groupe qui a reçu une faible dose comme première dose et puis une plus forte dose comme seconde dose qui a une efficacité un peu plus élevée, mais à 90%, alors que ceux qui ont reçu 2 fois la même dose maximale n'auraient une efficacité de 60%. Donc ça, c'est un autre point qui est un peu, qui nous étonne un peu dans les données fournies par ce vaccin. Donc, pour résumer, ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que si on compare, on met en perspective les efficacités de ces vaccins par rapport à des vaccins qu'on connaît bien, comme celui de la grippe ou comme celui de la rougeole, rubéole ou de la polio, mais vous voyez que les vaccins dont les essais sont complètement terminés, donc les vaccins à ARN messager, Moderna et Pfizer, on est dans le même ordre de grandeur que les vaccins comme la rougeole, rubéole et le polio. On est largement au-dessus de ce qu'on a pour les vaccins contre la grippe saisonnière. Et pour les études dont les analyses sont intermédiaires, ben vous voyez que pour AstraZeneca, on est avec une efficacité qui est vraisemblablement plus de l'ordre de 70% qu'au-dessus, avec tous les bémols dont je vous ai fait part, et le vaccin Sputnik qui aurait une efficacité de 92%. Les données ne sont pas encore toutes publiées, elles commencent à être publiées notamment dans le Lancet. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut se dire en ayant vu tout ceci? Je vous ai évidemment épargné les données du taux d'anticorps développé par les différents vaccins, parce que ça devient extrêmement lourd. Mais donc, on peut se dire qu'on a, en tous les cas, avec les vaccins à ARN messager, on a en tous les cas une efficacité démontrée pour la prévention des formes sévères d'infection à Covid. Que les ARN messagers semblent un peu plus efficaces et ont certainement une efficacité chez des sujets plus âgés. Que les vaccins adénovirus, on manque encore de données actuellement pour les sujets de plus de 55 ans, mais on en aura peut-être dans les semaines, on parle que vers le début mars, on devrait avoir des données complémentaires et donc une analyse plus globale sur l'ensemble des études qui permettrait d'avoir une meilleure vue sur ce qui se passe au-delà de 55 ans. Et ce que a donné en tous les cas la surveillance, la pharmacovigilance sur l'utilisation des vaccins ARN messagers, c'est qu'il semble bien qu'on ait un profil de sécurité qui soit relativement semblable aux vaccins connus, mais on peut avoir une légère augmentation des réactions de choc anaphylactique qui serait de l'ordre de 1 fois par 100 000
comparé à 1 fois par 1 million pour, quand on prend l'ensemble des vaccins, on s'attend à avoir 1 cas de choc anaphylactique par million de doses administrées. Donc là, on a une augmentation un peu du choc anaphylactique. Ce qui veut dire, par exemple, en Belgique, à l'heure actuelle, il y a plus de 200 000 personnes qui ont déjà reçu le vaccin et on devrait avoir eu de choc anaphylactique et je pense qu'on en a à peu près qu'un qui a été recensé. Et donc, il serait lié, cette fréquence un petit peu plus élevée du choc anaphylactique, qui est parfaitement gérable, il n'y a personne qui est décédé de son choc anaphylactique, qui est dû au polyéthylène glycol, qui, donc, si vous voulez, le lipide qui englobe l'ADN serait à la source de l'ARN, pardon, serait à la source de ce phénomène d'allergie. Oui, ça c'était donc pour vous montrer qu'on est bien confortable avec les études, puisque on a vu que pour avoir la chance qu'un effet vraiment rare ne sera pas observé, eh bien, vous voyez que si on est avec des patients, un groupe de plus de 30 000 sujets qui a été vacciné, on a à peu près moins de 5% de chances de rater un effet rare qui serait de l'ordre de moins de 0,1%. Donc on est dans un bon range. Maintenant, quelles sont les interrogations qui subsistent en ce début février 2021? Je vous rappelle que nous sommes en février 2021. Ce matin, j'entendais à la radio qu'il y a juste 1 an, nous avions notre premier cas de Covid en Belgique. Donc, on est quand même assez, en 12 mois, le travail fait et par le virus d'une part qui a contaminé toute la planète et par ce qu'on a mis en place pour essayer de lutter contre cette épidémie, c'est quand même assez impressionnant. Les interrogations qui subsistent, c'est d'une part la sécurité vaccinale. Je crois qu'il faut continuer à voir si on a des effets sur plus long terme. Donc à court terme, on est tout à fait tranquille. À moyen terme de quelques mois, là on commence à avoir les réponses puisque maintenant les premiers vaccinés l'ont été il y a maintenant 3 à 4 mois. Donc on va, d'ici 2 mois, on aura une idée sur le moyen terme. Maintenant, le long terme, ça c'est uniquement la pharmacovigilance qui pourra nous le dire, et d'où l'importance de bien déclarer tous les effets secondaires, les effets indésirables qui se présenteraient. L'effet sur la vaccination, sur le portage et donc sur la transmission, celui-là n'est pas connu, et n'est pas connu pour la bonne raison que, en fait, l'infection est une infection qui se passe surtout au niveau du nasopharynx et que donc l'infection naturelle on va développer des IgA, ce que ne fait pas le vaccin ARN messager. On ne développe pas des immunoglobulines A qui viendraient bloquer le virus au niveau du nasopharynx. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il est possible que des gens vaccinés puissent porter le virus. Alors, vraisemblablement, ils le porteront en beaucoup moins grande quantité, puisqu'ils vont produire des moyens de défense pour bloquer la réplication du virus dans leur corps. Maintenant, on doit aussi se poser la question sur l'efficacité populationnelle, qu'est-ce qu'on va avoir comme effet sur l'ensemble de la population. Et donc, je vous rappelle qu'en gros, quand on veut mesurer l'efficacité d'un vaccin dans une population, il y a tout d'abord l'effet direct qui est la diminution de la maladie chez les vaccinés comparé à ceux qui ne sont pas vaccinés. C'est exactement les données que nous avons maintenant avec les études de phase 3
que nous avons sur les différents vaccins. Maintenant, quel est l'effet indirect, donc la diminution de la maladie dans la population, chez les non-vaccinés, dans l'ensemble de la population, qui est liée au fait qu'une partie de la population serait vaccinée? Eh bien, ça, c'est, je pense, quelque chose qu'on pourra trouver dans les mois qui viennent, notamment quand on va regarder l'évolution des cas de Covid dans les différents maisons de repos et de soins, où une bonne partie des gens ont été vaccinés, et donc on pourra voir si on a sur l'ensemble des maisons de repos une diminution importante des effets de la pathologie grave là. Maintenant, ce qu'on veut évidemment savoir, c'est est-ce qu'on va avoir, du fait qu'un grand nombre de la population sera vaccinée dans la population 1, est-ce que la population 2 va avoir un direct effet, c'est-à-dire que est-ce que on va avoir une diminution dans la population 2 du fait que la population 1 a été vaccinée. Donc ça, on ne sait pas, évidemment. Il faut évidemment, pour cela, attendre l'efficacité suite à la population. Alors, vous savez comme moi que la Belgique a décidé d'utiliser la vaccination, en tous les cas, comme un des moyens de lutte contre la pandémie, et donc un certain nombre d'achats de vaccins ont été engagés pour pouvoir couvrir, en tous les cas, l'idée c'est de pouvoir couvrir à peu près 70% de la population, et donc les groupes à vacciner en priorité ont été bien établis, et il y a différentes phases. Nous sommes à l'heure actuelle dans la phase 1 qui est centrée sur les groupes à risque hautement prioritaires, essentiellement maisons de repos et de soins, les hôpitaux et le personnel soignant, et d'ici quelques semaines, on passera à la phase 2 où on prendra les patients de plus de 65 ans, les patients à risque et éventuellement les fonctions essentielles. Ce plan est évidemment constamment sujet à modification en fonction du nombre de vaccins disponibles et du type de vaccin disponible. Dès le mois de juillet, le Conseil supérieur a essayé d'établir ce qui serait utile pour utiliser la stratégie vaccinale par rapport à cette épidémie. Et donc, les recommandations de la vaccination émises par le Conseil supérieur, c'est essentiellement de dire qu'il faut se pencher sur le fait de protéger les personnes qui sont le plus à risque de développer des pathologies. Ils ont également fait un avis sur la vaccination des femmes enceintes ou des femmes allaitantes. Pas d'objection à vacciner les femmes allaitantes. Et les femmes enceintes, il n'y a pas de vaccin, on ne recommande pas une vaccination systématique, mais on peut en discuter d'un point de vue individuel en pesant le risque. Alors, la prévention vaccinale, c'est un outil parmi d'autres et qui nécessite une gestion globale. Pourquoi? Parce qu'il faut arrêter de croire que la vaccination peut éliminer le coronavirus. Le coronavirus a un réservoir animal et humain, et donc on ne pourra jamais éliminer le coronavirus. Il va être là pour longtemps. C'est en plus un germe qui se transmet par les voies respiratoires, ce qui est le plus difficile à contrôler.
je pense que je ne dois pas m'étendre là-dessus, et que en plus c'est un vaccin, un virus qui mute beaucoup, et que donc toute la question de savoir est-ce qu'on va, quand on mute, mais il mute tout le temps et constamment, donc c'est pas parce qu'on tout à coup on trouve, on séquence mieux, et c'est important qu'on séquence beaucoup, mais qu'on trouve plusieurs mutants, que nécessairement ils sont plus contagieux et nécessairement ils sont plus pathogènes. Plus contagieux, ça c'est embêtant, mais plus pathogène, pour le moment, on n'en a pas du tout la preuve. Et donc, je pense qu'il faut envisager le coronavirus dans notre écologie globale et complexe. Alors, je pense que la vaccination est vraiment un outil pour, puisqu'on a pu maintenant, en connaissant mieux la pathologie, identifier les gens qui sont les plus vulnérables, et donc on peut, grâce à cette vaccination, en protégeant les plus vulnérables, éviter le collapse de nos services de santé, et on peut éventuellement, grâce au fait qu'on a développé ces virus sur des plateformes qui sont relativement souples, surtout si on parle avec les ARN messagers, eh bien on peut relativement facilement adapter le vaccin au type de mutant, de virus mutant qui circule à un moment donné dans une population et qui se paraîtrait particulièrement sévère. Enfin, je pense que la vaccination peut avoir un grand effet bénéfique indirect, à la fois sur la santé mentale de la population, parce que ça peut enlever le sentiment de peur et le sentiment du fait qu'on est tous bloqués en regardant par la fenêtre ces méchants virus qui vont nous attaquer. Et enfin, on peut éventuellement, si on protège correctement les plus vulnérables, on peut enfin s'occuper peut-être des autres problèmes de santé. Et bon, par exemple, arrêter que la vaccination des plus jeunes ne se fasse plus parce que le système de santé est complètement perturbé, ou que les dépistages de cancer ne se font plus non plus. Alors, est-ce que le fardeau potentiel de la Covid, si l'immunité de groupe est atteinte, mais qu'on ne fait pas la vaccination, donc ça, ce sont des modélisations. Alors les modélisations sont ce qu'elles sont, c'est évidemment toujours des estimations, mais ici, cette étude qui vient d'être publiée aussi essaye de montrer que si on se dit qu'on va arriver à une immunité de groupe simplement par le fait que la maladie, que le virus circule et que les gens s'immunisent, etc. Il faut aussi savoir qu'on a la preuve que l'immunité naturelle contre la Covid est vraisemblablement moins bonne que l'immunité qu'on a pu développer par les anticorps liés à la vaccination. Mais donc là, on voit que le nombre de décès avec des fourchettes en fonction des taux de mortalité sont extrêmement variables, vous voyez. Et enfin, est-ce que nous allons pouvoir vivre autrement? Ça, c'est aussi une autre modélisation qui essaye de nous montrer si on a les interventions non médicamenteuses, c'est uniquement dit, le port du masque, la distanciation physique, etc. Si au moment où on commence la vaccination, on maintient donc la stimulation qu'ils ont faite, c'est on maintient pendant les interventions non médicamenteuses encore, ou bien on les relâche complètement et on regarde ce qui se passe en fonction, et donc ce sera ma dernière dia, en fonction de l'efficacité du vaccin et en fonction du niveau de couverture. Donc si vous voyez, si on maintient le port du masque, par exemple, et les distanciations sociales, qu'on n'a qu'une couverture de 50% et qu'on a un vaccin qui a 90% d'efficacité, mais vous voyez que
voilà comment va évoluer les nouveaux cas d'infection. Donc, relativement rapidement, c'est la ligne violette en plein, on va voir diminuer le nombre d'infections. Si, par contre, on a toujours un vaccin qui est efficace à 90%, qu'on a seulement 25% de couverture vaccinale, eh bien à ce moment-là, on voit que le nombre d'infections va en fait, dès qu'on lâche les mesures, repartir légèrement à la hausse. Donc voilà, la preuve que la vaccination en soi ne va pas tout régler. Et donc, je pense que la vaccination, puisque de toute façon, en tous les cas, il est clair que l'obligation vaccinale n'est pas à l'ordre du jour dans notre pays et j'espère que ça restera comme ça. C'est donc soit de prendre une décision personnelle en fonction de sa balance risque-bénéfice et de ce que l'on perçoit du risque de la vaccination et du bénéfice de la vaccination, du risque d'être infecté ou du risque d'être malade. Et enfin, je pense que c'est aussi une décision collective en fonction de quel type de monde dans lequel on souhaite continuer à vivre ou ne pas vivre. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Un immense merci, Béatrice. C'était vraiment passionnant et on a beaucoup appris. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, votre exposé fait l'objet de toute une série de questions, d'interrogations et de félicitations aussi. Bon, il y a beaucoup de questions qui sont publiées. Je ne pense pas qu'on aura le temps de tout couvrir cette fois-ci, d'autant plus bon, en fait, certaines de ces questions se recoupent un petit peu. Donc, pour ma part, je vais être assez brève. Je voudrais juste soulever deux principales questions qui, à mon avis, ont été soulevées par plusieurs de nos participants. Il y a beaucoup de questions sur les effets à moyen et long terme des vaccins, les effets délétères. Donc, il y a plusieurs personnes qui s'inquiètent de possibles effets, notamment en termes de maladies auto-immunes ou éventuellement d'interférences virales, surtout s'il y a des recombinations avec les mutants, etc. Quel est votre avis à ce sujet? Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, par ailleurs, il y a quand même plusieurs personnes parmi les participants qui font la réflexion suivante. Il y a toute une série de populations qui ne sont pas très à risque du Covid, des effets sévères du Covid, des formes sévères de Covid. Comment les convaincre de se faire vacciner? Et faut-il les convaincre de se faire vacciner ou n'est-il pas préférable d'avoir une politique qui est basée sur le choix de se faire vacciner ou pas? Donc, peut-être que je vous laisse interagir répondre à ces deux questions et puis alors on pourra parcourir, s'il nous reste un peu de temps, les questions plus factuelles parce qu'il y a aussi des questions plus factuelles et plus techniques qui ont été soulevées par les participants. Merci beaucoup. Bien. Mais donc, sur les effets à long terme, alors, sur les interférences virales, donc, je pense qu'on a suffisamment maintenant, enfin, je veux dire, je vous ai montré toutes les analyses qui ont été faites sur les ARN messagers. Je pense qu'on a suffisamment de preuves pour dire que le fait de l'ARN messager, le morceau d'ARN messager qu'on injecte, en fait, est relativement vite détruit. Et donc, il ne reste pas dans notre corps. Après quelques jours, voire maximum quelques semaines, cet ARN messager n'existe plus. On ne peut plus retrouver la trace dans notre corps. Et donc, la grande crainte de beaucoup de gens, c'est de dire est-ce que cet ARN va s'intégrer à notre noyau et donc modifier notre génome. Alors là, je pense que contrairement à ce qui circule un peu partout, il a été démontré que cet ARN, donc que la machinerie cellulaire humaine
ne dispose pas de ce qu'on appelle la transcriptase reverse, c'est-à-dire qui serait capable de traduire un ARN messager en ADN, et cet ADN alors pourrait venir s'intégrer dans notre génome. Et donc, pour le moment, cette transcriptase reverse n'est pas prouvée. Les seuls qui ont éventuellement, ça a été démontré pour certains types dans le sida, il y a eu des expériences qui ont été menées là-dessus. Mais donc, voilà, je pense que dire que, agiter le fait que cet ARN va modifier notre génome, je pense que, en tous les cas, sur base des données qu'on a actuellement disponibles, on est relativement tranquille. Maintenant, est-ce que le problème des maladies auto-immunes, etc., bon, ça c'est évidemment toujours la bouteille à encre. Je pense que ça, seul, une bonne pharmacovigilance peut nous donner les réponses à très long terme. A priori, on n'a pas de raison de croire que ça va provoquer ce type de réaction ou augmenter les maladies auto-immunes. Je ne vous ai pas dit, mais je crois que ça c'est quand même très important, c'est que dans les vaccins à ARN messager, il n'y a pas d'adjuvant. Donc il n'y a pas ce que beaucoup d'entre nous craignent par rapport aux vaccins, ce sont les adjuvants qu'on met dans les vaccins. Eh bien ici, il n'y en a pas. Donc le problème adjuvant est réglé. Alors, faut-il convaincre les personnes pas très à risque de se faire vacciner? Je pense que pour le moment, il est extrêmement important que tout le monde se rende bien compte s'il a ou pas un risque et que tous ceux qui ont un risque se fassent vacciner. Je crois qu'on en est là. Les données qu'on a pour le moment, c'est de dire il faut arriver à ce que les gens les plus à risque soient protégés par la vaccination et que donc on n'ait pas ces formes sévères. Et donc, à partir de ce moment-là, on pourra, mais ça veut dire aussi qu'à ce moment-là, ben, les gens qui ne sont pas du tout à risque, donc les jeunes en bonne santé, etc., ne devraient pas se faire vacciner. Le problème que ça soulève, c'est que d'un point de vue de la population maintenant, pas d'un point de vue individuel, mais d'un point de vue de la population, si on laisse une trop grande quantité de gens qui ne seront pas vaccinés, ça veut dire que, et ça c'est pour autant que la vaccination diminue fortement la transmission, mais à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse dans cette population un nombre, la possibilité pour le virus de tourner allègrement, et donc si ce pool de gens non vaccinés est très important et de placer de façon hétérogène dans la population, on risque d'encourager les mutations du virus. Donc ça c'est hypothétique, mais donc ça c'est, je pense, le revers de la... Donc d'un point de vue individuel, je pense qu'on peut prendre la décision de dire « moi je n'ai pas envie de me faire vacciner, je ne me fais pas vacciner », mais alors il faut savoir que le bénéfice populationnel de la vaccination sera atteint, ne sera pas atteint. Alors, il y a évidemment la grande question, c'est est-ce qu'on va un jour devoir vacciner les enfants? Pour le moment, on ne sait pas. Donc, en dessous de 18 ans, pour le moment, on n'a pas de réponse formelle à ça. Ce qui veut dire que d'office, on a déjà là un groupe où la circulation va pouvoir se faire. On sait qu'elle se fait moins fréquemment, en tous les cas, c'est ce que les études nous disent, mais voilà. Donc, je pense que là, on ne sait pas répondre de façon définitive, et donc je pense que ma sensation à l'heure actuelle, c'est de dire que tous les gens qui sont à risque, je pense qu'ils ont intérêt à se faire vacciner. Je pense que tous les gens qui sont très en contact avec ces populations les plus à risque, donc je pense aux soignants et aux gens qui sont avec des populations très à risque, je pense que ceux-là ont intérêt, en tous les cas les professionnels de santé ont intérêt à se faire vacciner. Voilà.
comme ça je répondrai. Merci. Alors, il y a quelques questions un peu techniques sur les personnes qui sont atteintes de maladies auto-immunes. Est-ce qu'il y a un danger à être vacciné par un vaccin ARN messager? Et les personnes qui ont déjà été infectées, qui ont des anticorps, est-il raisonnable qu'elles se fassent vacciner après combien de temps? Alors, la proposition à l'heure actuelle, alors c'est vrai que là, les différents groupes d'experts ne sont pas tous d'accord. Voilà. Je sais qu'en France, ils disent qu'il faut attendre 3 mois après avoir fait un Covid pour se faire vacciner. Notre position n'est pas de... Je pense que les gens, même s'ils ont fait un Covid, même sévère, ils ont intérêt à se faire vacciner. Pourquoi? Mais parce que ça va faire un effet booster. On sait que l'immunité conférée par la maladie n'est, pour le moment, on sait qu'elle va peut-être durer 1 an. Là, on se base sur les données, notamment du SRAS première version et du MERS, donc du coronavirus qui est lié à Middle East Respiratory Syndrome, donc, qui est aussi un virus SARS qui est... Et là, quand on regarde les immunités des gens qui ont fait ce syndrome, en fait, on sait qu'après 8 à 10 mois, leur immunité, en tous les cas, les anticorps neutralisants sont très faibles. Donc, je pense qu'il est bon pour les gens qui ont fait un Covid de se faire vacciner de façon à avoir un effet booster sur leur immunité Covid. Maintenant, pour les maladies auto-immunes, je n'ai pas la réponse. Honnêtement, il faudrait que je retourne voir. Je ne peux pas vous répondre avec certitude comme ça. Alors, il y a aussi une question sur les personnes qui ont une allergie au latex. Je pense qu'il y a eu des petits problèmes avec ça. Et est-ce qu'on a des données sur le vaccin chinois, le vaccin russe et est-ce qu'il est éventuellement envisageable de pouvoir choisir son vaccin, ou est-ce qu'en Belgique, on va nous obliger à avoir les 2 vaccins qui sont actuellement approuvés? Alors, nous sommes dans une société de consommation et nous avons l'habitude de pouvoir faire ce que nous voulons et d'avoir le choix. Je pense qu'il faut quand même se rendre compte que c'est la première fois qu'on a, en un si peu de temps, pour une même maladie, un panel de vaccins. Bon, alors je pense que, tous les vaccins ne seront pas disponibles à tout moment dans les 6 mois qui viennent. Donc, je pense que le vaccin à utiliser sera celui qui sera disponible pour le groupe auquel on appartient à ce moment-là. Donc, pour le moment, je pense que c'est... pour le moment, c'est un ARN messager, voilà, puisque AstraZeneca, on ne l'a pas encore et on ne l'aura pas avant, je pense, mi-février, fin février, et que là, je pense que les autorités doivent décider où ils vont le positionner, pour quel groupe ils vont, à quel groupe ils vont le destiner. Donc, je pense qu'en tous les cas, pour cette phase-ci, cette année-ci, je ne pense pas qu'on aura vraiment le choix de dire je veux... le plus important, c'est que presque tous ces vaccins sont en fait à 2 doses. Enfin, peut-être pas encore les adénovirus, il y en a un qui sera peut-être qu'à une seule dose, mais pour le moment, sont à 2 doses, et ce qu'il faut faire, c'est essayer de faire les 2 doses du même vaccin quand on veut se faire vacciner correctement. Justement, il y a une personne qui a posé une question au tout début de séminaire, qui apparemment a eu une première dose, et est-ce elle demandait si, apparemment, elle accompagne des femmes enceintes, si elle risquait de transmettre le virus avant d'avoir reçu la 2e dose. C'est vraiment une question technique. C'est-à-dire qu'on sait qu'après la première dose, elle a donc vraisemblablement reçu un AstraZeneca, un Pfizer. Si elle a reçu une première dose, on sait que
7 jours après la première dose, on commence à avoir une immunité qui a une certaine protection, mais elle peut toujours se faire. Ce n'est qu'après la deuxième dose qu'on a une protection vraiment qui monte très fort. Donc pendant ce temps-là, elle peut toujours se faire infecter par le virus. Le virus n'est pas dans le vaccin, hein, donc si elle peut toujours se faire infecter par le virus, et donc elle peut éventuellement contaminer, sauf si elle porte son masque comme il faut. Alors, encore des petites questions. Il y a des questions sur la responsabilité des firmes pharmaceutiques. Je pense qu'en Europe, il y a une exonération de responsabilité en cas de problème. Alors, il faut être plus précis. Ce qui est clair, c'est que quand on fait un enregistrement rapide, ça veut dire que les firmes restent responsables de tout effet secondaire qui serait lié à une malfaçon de leur vaccin. Là, ils ne sont pas exonérés de la responsabilité. Maintenant, s'il devait s'avérer qu'il y a un effet secondaire extrêmement grave qui survient et que personne ne pouvait prévoir, qu'en plus il n'y a pas de malfaçon dans le fait de faire le vaccin, à ce moment-là, la responsabilité du producteur ne sera pas engagée. Et ce sera l'État qui sera le responsable, enfin, qui prendra la responsabilité. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui demande si on va devoir se faire vacciner chaque année et une autre qui demande qu'en est-il des nanotechnologies? Est-ce qu'il y a des nanotechnologies dans les vaccins à ARN messager? Alors, devra-t-on se faire vacciner tous les ans? Je ne sais pas vous répondre à cette question parce que tout dépendra de ce qui circule dans 1 an ou dans 2 ans. Est-ce que le virus va vraiment tout à fait circuler à très bas bruit? Est-ce qu'on va se retrouver, en gros, est-ce qu'on va se retrouver dans une situation telle que la grippe et que donc on va décider que si les personnes les plus à risque continuent à se faire vacciner et se revaccinent à intervalles réguliers, de combien, on n'en sait rien, en fonction des mutants qui sont en train de circuler. Le reste de la population peut ne pas se faire vacciner parce qu'on accepte qu'il y a une circulation à bas bruit du coronavirus qui circulera à ce moment-là. Ça, c'est une première possibilité. Une deuxième possibilité, c'est de dire que si les coronas qui continuent à circuler sont toujours très agressifs, à ce moment-là, il faudra, oui, se faire vacciner, etc. Mais en fait, on ne sait pas répondre à cette question à l'heure actuelle. On peut faire des pronostics. Alors, si vous aimez les pronostics, le mien serait qu'on va plutôt aller vers quelque chose qui sera peut-être de l'ordre d'une vaccination à un certain intervalle en fonction de ce qui circule, particulièrement pour des groupes à risque. Voilà. Et alors, l'autre question, est-ce qu'il y a de la nanotechnologie? Alors, c'est quoi la nanotechnologie? Dans la mesure où on prend pour moi, le fait de faire une petite particule avec un petit ARN dedans, entouré d'un peu de lipides, donc phosphore. Est-ce que ça, c'est une nanoparticule? Je n'en sais rien. Maintenant, est-ce que nanoparticule, c'est avec des genres, voilà, plastique ou autre? Non. Okay. Alors, donc, il n'y a pas... Oui. Allez-y, Béatrice, pardon. Non, ça va, allez-y. Donc, il y avait encore une question sur, existe-t-il un site de référence pour suivre, qui soit public, avec des données publiques, pour suivre les effets éventuels, enfin positifs et négatifs à moyen terme?
Une autre question technique, il y a quelqu'un qui s'interroge sur en sachant par exemple que la KU Leuven est en train de développer son propre vaccin, mais or que la course au vaccin est déjà bien lancée, est-ce qu'il reste un potentiel pour le vaccin de la KU Leuven et quelle est sa spécificité? Est-ce que vous connaissez un petit peu comment va fonctionner leur vaccin? Bon, alors, est-ce qu'il y a un site où on peut suivre? Il y a l'Agence fédérale du médicament qui a sur son site et qui publie maintenant une fois par semaine tous les effets secondaires qui lui ont été rapportés. Donc là, on peut trouver l'évolution des déclarations d'effets indésirables. Alors, attention, ce sont des déclarations d'effets indésirables, ça ne veut pas dire que c'est vraiment lié au vaccin, d'accord? Donc, c'est des personnes qui ont été vaccinés, ont présenté au décours de la vaccination un effet indésirable, on déclare cet effet indésirable, et puis doit venir l'analyse de savoir est-ce qu'il y a un lien de cause à effet ou pas. Mais donc on peut trouver sur le site de l'Agence du médicament, de façon hebdomadaire, le nombre de déclarations d'effets indésirables qui auront été rapportées à l'agence. Et c'est très important que ces effets soient déclarés, parce que tant qu'on reste avec des fièvres qui sont dans ce qu'on connaît à l'heure actuelle, ben, il n'y a pas photo. Mais si maintenant quelque chose de particulier intervient, ben, je crois que c'est important que ce soit déclaré et que ce soit à ce moment-là analysé. C'est ça le rôle de la pharmacovigilance mise sur le marché. Donc, il y a ça sur l'Agence du médicament. Alors, et je pense que sur le site de Sciensano, on peut suivre le nombre de vaccinations qui sont faites. Donc ça, c'est le nombre de doses qui ont été administrées. Donc, on peut suivre l'évolution. C'est comme ça que j'ai entendu qu'on peut estimer à l'heure actuelle qu'on a plus ou moins un petit 2% de la population qui serait déjà vaccinée. Première dose. Bon, et alors la KU Leuven, honnêtement, je crois que c'est à partir d'un, je ne sais plus si c'est eux qui emploient un. C'est celui de la fièvre jaune, je pense. Je crois que c'est la technique proche de la fièvre jaune. Oui, c'est ça. C'est proche de la fièvre jaune. Alors là, honnêtement, je n'ai pas encore suivi leur publication et donc je ne sais pas répondre. Je pense que de toute façon, il y a encore, puisque si on va vers une vaccination qui va éventuellement s'installer comme d'autres vaccinations, ben peut-être que oui, il y a encore de la place, parce que évidemment, des vaccins ARN messagers qui doivent avoir une chaîne de froid extrêmement compliquée, qui ne sont pas quand même faciles à développer, à utiliser, hein, puisque ça pose quand même un certain nombre de prouesses techniques, puisque l'ARN messager est une molécule très fragile, donc en fait, le vaccin peut très bien ne pas, il doit avoir des conditions de conservation extrêmement importantes et difficiles. Donc la place, si on trouve d'autres vaccins qui, peuvent être administrés en une seule dose, qui peuvent être conservés dans des conditions de 2 à 8 degrés comme tous les autres vaccins, ou même sans conditions de froid, c'est évident que ce sont des vaccins qui seront plus facilement utilisables et qui peuvent alors être mis en monodose. Donc tout ça, c'est évidemment... donc je pense qu'il y a encore du champ pour... je pense qu'il y a du champ pour d'autres vaccins plus stables et plus faciles à utiliser, dans la mesure où on passerait d'une infection qui régresse de son plan pandémique et épidémique fort et qui vient vers une endémie à bas bruit. À ce moment-là, on a intérêt à avoir des vaccins qui sont plus facilement utilisables. Puisque pour moi, l'élimination complète du coronavirus, ça, c'est pas vrai. Il n'y aura pas.
Oui. Alors Voilà. peut-être trois questions pour finir. En fait, il y a une dame j'ai mal formulé la question, elle se pose la question aux allergies contre le latex. On n'a pas répondu au latex. Alors il y a aussi une question sur, y a-t-il un bénéfice à recevoir plusieurs vaccins de types différents? Et enfin, une question un petit peu sur les politiques alternatives. C'est pourquoi est-ce qu'on a tout misé sur le vaccin, comme je le disais en début de présentation, et pourquoi n'y a-t-il pas plus de recherche sur le renforcement général du système immunitaire? Bon, alors, première question, le latex, non. Il n'y a pas de risque plus important que comme pour n'importe quelle vaccination. Deuxième question, j'ai déjà oublié. C'était quoi? L'intérêt d'avoir plusieurs vaccins de type oui, différent. Oui, intérêt d'avoir plusieurs vaccins différents, non, non. Parce que de toute façon, pour le moment, tous les vaccins, donc en fait, pour le moment, tous les vaccins ciblent le même, plus ou moins la même spike, hein, donc la même protéine qui est basée sur le séquençage du génome qu'on a depuis le mois de mars passé. Donc, enfin, en janvier, je crois qu'on avait la séquence du virus et donc on a pu identifier quel était le bout d'ADN qui codait pour la spicule et donc il n'y a pas intérêt à aller d'un vaccin à l'autre, d'avoir plusieurs vaccins. Ça n'a pas d'intérêt. Et enfin, a-t-on vraiment misé tout sur la vaccination? Je vous rappelle qu'il y a quand même eu un certain nombre d'études cliniques qui ont été lancées à fort bruit et bon, voilà, qui ont été lancées. Je pense qu'il ne faut pas dire qu'on a misé tout. Je pense qu'on a misé tout sur le vaccin. Je pense que dire que par la vaccination, on peut lutter contre un certain nombre de pathologies infectieuses, c'est quelque chose qui est établi et on sait comment il faut le faire et on a bien montré que des grandes pandémies, notamment Ebola, on était quand même fortement démunis et que donc avoir construit une idée qui fait qu'on peut préparer un vaccin plus rapidement quand on est face à une épidémie, je trouve que bon, ça c'est un choix qui a été fait et qui, je pense, est porteur. Je vous rappelle que toutes les études sur les antiviraux, la plupart d'entre elles posent quand même un certain nombre de questions et n'ont pas rencontré des succès extraordinaires. Alors, il y a d'autres études avec des interférons, etc., mais qui sont aussi des produits qui sont extrêmement chers, coûteux, et donc qui font aussi l'objet d'investissements. Je pense que ce dans quoi on n'a pas investi et qu'on aurait dû investir, c'était un plan global de préparation face à des épidémies et que donc, dans ce plan global, devaient être intégrés les plans hospitaliers, les plans de se dire comment est-ce qu'on fait en cas d'une grosse épidémie. Donc voilà, pour moi, je pense qu'il ne faut pas... je pense qu'il faut raison garder par rapport à l'ensemble des choses, quoi. Voilà. Je suis un peu perturbée parce que j'ai un message qui s'affiche et je ne sais pas. Voilà. Oui, mais il y a en fait un grand merci Béatrice. Je pense qu'on a eu énormément de questions. On ne pourra pas toutes les épuiser aujourd'hui, d'autant plus que nous avons déjà dépassé le temps accordé au séminaire. Donc un grand merci. Quand vous aurez le temps de lire sur le chat, c'est élogieux. Hein. Tout le monde vous remercie pour votre clarté et votre franchise et toute cette expertise que vous avez partagée avec nous. Donc un tout grand merci Béatrice.
Béatrice, merci à Florent Parisi pour la technique et je cède la parole à Catherine Boulan pour, n'oublie pas que ton micro est coupé Catherine, pour le mot de la fin. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, un grand merci pour, je dirais, et les questions, et les réponses, et les présentations. J'ai vu toute une série de questions qui n'ont pas encore été répondues, donc cela veut dire qu'on pourrait mettre un second webinaire pour une suite avec des questions peut-être plus préparées. J'ai aussi eu des questions sur est-ce qu'on pourra avoir accès à cette conférence et à ce webinaire en différé, le diffuser. Je voudrais répondre à tout le monde que c'est une question que nous nous posons et nous n'avons pas encore décidé si c'est le webinaire en entier qui pourra être diffusé ou si nous en ferons quelque chose transformé un petit peu différemment avec les deux intervenantes, les deux oratrices. En tout cas, moi je voudrais remercier Béatrice Soinen et Elisabeth Paul, et bien sûr Florent Parisi pour le soutien à la technique, mais surtout vous remercier tous et toutes qui avez participé avec un grand nombre de questions. Il y a presque 100 questions qui ont été postées dans le chat. Toutes ne sont pas encore publiées en direct, mais en tout cas, j'espère que très bientôt, nous pourrons nous revoir et continuer à confronter les avis, les perspectives, les questions et avoir je dirais, de la transparence dans ce sujet. Un grand merci tout le monde et bon après-midi. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.